Donc, en attendant que les connexions se fassent petit à petit, déjà vous remercier de votre présence ce soir, mais surtout de la présence de Yann-Maël Ledouarin et de Vincent Vercamer, et remercier également Orlan Say et de manière générale le bureau de la Société française de santé digitale qui a bien accepté que l'on organise ce webinaire qui a été plus que demandé suite aux décrets qui sont parus, que vous avez certainement déjà tous lus et compris, concernant l'activité de télésurveillance et précisément les conditions de remboursement et de prise en charge de cette activité. Alors moi-même, je suis Lina Williat, je suis vice-présidente et vous savez que je suis au sein de la SFSD en charge de toutes les questions juridiques, éthiques et de manière générale SHS. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité animer ce séminaire, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de questions qui sont aussi d'ordre juridique que j'aimerais poser, mais uniquement après vous avoir donné la possibilité de poser les vôtres. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, quand même présenter nos invités que vous connaissez certainement et je vais leur donner la parole. On va commencer par Yann-Maël Ledouarin. Je t'en prie, Yann-Maël. Bonjour, donc docteur Yann-Maël Ledouarin. Je suis actuellement au ministère de la Santé, donc à la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins, où je m'occupe plus particulièrement des questions de la télésanté voilà, au sein du ministère. Merci Yann-Maël Ledouarin de ta présence ce soir. Vincent Vercamer. Donc, bonjour, Vincent Vercamer. Donc, moi, j'ai rejoint il y a un mois la délégation au numérique en santé, où je suis directeur de projet en charge de l'accès au marché des innovations numériques. Et donc, en particulier, une des actions de la stratégie d'accélération santé numérique qui est la prise en charge anticipée. Parfait. Merci Vincent de ta présence ce soir. Alors, vous avez tous, bien évidemment, pris le temps de lire les 2 décrets du 30 décembre 2022. Vous avez certainement déjà assisté à plusieurs webinaires et donc ce soir, notre intention, c'est de pouvoir répondre aux différentes questions qui nous ont été communiquées, donc justement en vue de ce webinaire ce soir. Et nous avons voulu orienter ces questions pour que les professionnels de santé, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, mais aussi les patients qui sont concernés par cette activité de télésurveillance puissent poser leurs questions, puissent être aussi avertis par rapport aux choses qu'il faut savoir et éventuellement que l'on demande à Vincent ou à Yann-Maël de pouvoir effectivement nous alerter sur des points qui ne seraient pas forcément lisibles et intelligibles de tous et par tous. Et on va commencer d'ailleurs ce webinaire par une question simple. Messieurs, auriez-vous, dans un premier temps, la gentillesse de nous présenter de manière plus générale ce que vous avez souhaité faire à travers ces décrets? Quel est le message principal? Comment aujourd'hui les activités de télésurveillance doivent être organisées pour pouvoir prétendre effectivement à une prise en charge de cette activité, voire un remboursement de celle-ci par l'assurance maladie? Yann-Maël, peut-être? Alors, merci Lina. Alors, c'est toujours les questions les plus simples, les plus compliquées, parce que on peut disserter pendant très longtemps. Pour vous refaire un peu de film, on travaille sur la généralisation, et quand je dis on, c'est tous les gens qui sont autour de cette table-là aujourd'hui, ministère, mais aussi la HAS, la CNAM, les acteurs de terrain, tous ceux qui ont participé au programme à étapes, de près ou de loin, parce que c'est ces expériences-là, qu'elles soient d'ailleurs dans l'étape ou même à l'extérieur, qui nous ont permis au fur et à mesure des dernières années de travailler, de mûrir notre cible de droit commun et d'aller au bout de notre conviction que la télésurveillance avait un intérêt pour les patients et pour les soignants et pour notre système de santé au sens large, et qu'il fallait absolument y aller, et qu'il n'était plus temps d'attendre au moment où on a décidé de faire entrer dans le droit commun, donc en 2022. Qu'il fallait y aller vite parce qu'on était à la limite à la perte de chance, parce que la conviction était suffisamment forte pour y aller. Et donc, on a pris la décision à ce moment-là de faire rentrer le droit commun. Je pense que s'il faut retenir certaines choses, il y en a plusieurs. C'est
5 pathologies dans un premier temps, donc les 5 pathologies historiques d'étape, donc insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, les patients atteints de diabète et les patients porteurs de prothèses cardiaques implantables qui vont pouvoir bénéficier de la télésurveillance dans un premier temps. Et l'entrée dans le droit commun de ces pathologies s'accompagne aussi de l'ouverture d'un guichet qui va permettre l'inscription au fur et à mesure de nouvelles type de télésurveillance. Alors, on sait que dans les mois, années à venir, probablement qu'on aura de la télésurveillance en psychiatrie, en oncologie, en ophtalmologie. Il y a des choses qui se préparent et donc c'est un peu un go pour la télésurveillance de demain avec les nouvelles pathologies. Et en plus, là, c'est pas très beau de parler de pathologie, donc désolé, mais en tout cas, des nouvelles prises en charge pour les patients qui souffrent de pathologies différentes que celles prises en charge actuellement. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Pour les soignants, on en reparlera longuement aujourd'hui. On a appris aussi du programme étape, et ce qu'on sait, c'est que avant, on parlait d'acte médical. Aujourd'hui, on parle d'activité de télésurveillance, parce que c'est pluriprofessionnel. C'est des équipes de télésurveillance qui sont autour du patient là pour accompagner le patient en télésurveillance. Et donc ça, c'est un peu l'axe principal. Il y a forcément un dispositif médical numérique associé, on en reparlera. Donc c'est 2 pivots, l'équipe, le dispositif autour du patient qui vont permettre de télésurveiller, d'accompagner le patient. Et c'est un peu les grandes lignes du droit commun. Je pense qu'on rentrera dans le détail de comment, pourquoi, etc. tout à l'heure, mais c'est un peu nos grandes lignes de pourquoi on y allait. Alors ça, je note tout de suite ce qui vient d'être dit. Effectivement, donc on est bien sur une poursuite du programme étape, mais j'ai entendu, mais je te laisse me contredire, que comme on le sait, le programme étape concernait des pathologies ciblées. La question est-ce que l'entrée dans le droit commun de l'activité de télésurveillance a aussi pour vocation de rester sur ces pathologies, ces 5 pathologies, ou est-ce que elle est destinée à s'ouvrir à d'autres pathologies? Si oui, comment va-t-on effectivement au fur et à mesure ouvrir ces pathologies? Je suis désolée, je rentre tout de suite dans la discussion et je laisserai la parole ensuite à Vincent. Non, elle est bien entendu destinée à terme à s'ouvrir sur de nouveaux secteurs pour des patients qui ont d'autres besoins. C'est plus joli de parler comme ça que de parler de pathologie, parce qu'un patient est d'abord un patient avant d'être sa pathologie, ça se résume largement pas à ça. Non, c'est bien sûr fait pour s'ouvrir. Ce qui se passera, c'est qu'en fait, à partir du moment où on aura des preuves d'efficacité d'une prise en charge en télésurveillance dans une nouvelle indication, la HAS évaluera. Si la HAS nous dit qu'il y a un intérêt à prendre en charge un nouveau type de télésurveillance, on pourra ouvrir. Donc, ça veut dire qu'il y aura un dépôt de dossier de la part d'un industriel ou une saisine de la part de CNP auprès de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé évaluera les preuves et nous dira il y a un intérêt, il n'y a pas d'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est que c'est délétère pour le patient, donc on n'ouvrira pas. S'il y a un intérêt soit organisationnel, soit clinique pour le patient, parce que ça améliore sa morbidité, ça améliore ses symptômes, etc. Donc, on ouvrira progressivement à de nouveaux horizons la télésurveillance. Le but, c'est bien entendu d'ouvrir. C'est pas je parlais de perte de chance tout à l'heure. Voilà, c'est dans ce sens-là. D'accord, donc justement, donc on a entendu que tout est possible, peut être encore démontré, mais à condition effectivement que les preuves soient démontrées, enfin soient faites en tout cas et reconnues par la Haute Autorité de Santé. Alors, il faut y aller, mais de façon sécure. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de ce qu'on fait. Le but, c'est pas de télésurveiller tout le monde, c'est de télésurveiller dans une télésurveillance de qualité et en toute sécurité. Donc oui, on demandera des preuves avant. Alors, c'est important ce que tu dis parce que tu disais tout à l'heure que l'activité de télésurveillance est avant tout une organisation qu'on vient encadrer. C'est aussi une complémentarité des compétences. On y reviendra tout à l'heure parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'un acte médical, c'est surtout un acte d'équipe de soins autour effectivement du patient. Mais tu as aussi parlé de l'outil, de la solution numérique, du dispositif médical numérique. Et là, je vais me tourner vers Vincent. Alors Vincent, effectivement, donc qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux personnes présentes ce soir autour de ce qui a été mis en place dans le cadre de ces décrets, autour justement des outils, des DMN d'ailleurs, des solutions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière générale sur ces points? Alors, ce qui est un point important du décret, c'est qu'avant l'évaluation par la Haute Autorité de Santé d'une solution de télésurveillance ou d'un dispositif médical numérique de télésurveillance, il y a
qui s'appelle la certification ANS, donc pour Agence du numérique en santé, qui va valider la conformité d'une solution au référentiel d'interopérabilité et de sécurité. La semaine dernière, on a eu la publication vendredi d'un arrêté qui permet de mettre à jour, on va dire, le référentiel qui va permettre aux solutions justement d'être évaluées. C'est un référentiel qui avait été concerté, qui est publié depuis juillet dernier, donc les solutions et les entreprises savent et ont commencé à renseigner la plateforme Convergence qui leur permet de déposer les preuves. Et donc là, on a l'ouverture du guichet qu'on appelle guichet de certification qui va pouvoir justement certifier ces solutions et elles ont besoin de ce certificat pour ensuite être évaluées par la Haute Autorité de Santé. Donc l'ANS, elle évalue vraiment la partie technique. Est-ce que la solution est conforme aux standards justement de sécurité, d'interopérabilité, pour la connexion des patients, pour le traitement des données. Et donc, du coup, on a dès maintenant la possibilité pour les industriels, et ils ont commencé à déposer leurs preuves et à demander une certification pour des nouvelles indications de télésurveillance qui ne sont pas les 5 historiques d'étapes. Donc, elles rentrent dans cette phase qui dure 60 jours, et donc après, elles seront évaluées par la HAS, ça dure encore 90 jours, donc, ensuite, il peut y avoir des phases contradictoires, il peut y avoir des suspensions, donc on va avoir des nouvelles indications de télésurveillance, mais il faut encore quelques mois, le temps que les dossiers soient instruits et que les inscriptions de ces solutions se fassent pour qu'elles puissent être prescrites par les médecins dans des indications qui seront déterminées justement lors de l'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Merci Vincent. Alors, tu évoquais un arrêté. Donc, on est bien d'accord que c'est l'arrêté du 22 février 2023, donc qui est effectivement tout récent et qui vient nous donner les éléments à connaître concernant le référentiel d'interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques. Je souhaitais le préciser. Alors, ça veut dire que le médecin, le patient qui se voit effectivement donc inclus dans cette activité de télésurveillance, il va pouvoir, comment va-t-il faire pour choisir ce DMN finalement? Est-ce que c'est à lui d'aller vérifier qu'il a bien les certifications? Comment on va aider finalement les acteurs terrain? J'ai bien compris que les industriels, donc ils avaient tout un processus, et d'ailleurs on va revenir sur ce processus puisqu'on se rend compte finalement qu'il y a deux phases, le côté technique, solution numérique, et le côté plutôt pratique. Alors c'est la raison pour laquelle on a Yann Mel d'un côté et Vincent de l'autre, pour répondre à ces deux questions qui sont fondamentales pour cette activité de télésurveillance. Donc, mais pour revenir à toi, Vincent, donc on est bien d'accord que le professionnel, le médecin, lui, va se dire, mais est-ce que j'utilise le bon outil? Comment ça va se passer, Vincent? Alors, il y a, avec la loi de financement pour la sécurité sociale, il y a eu une liste qui a été créée, qui est la liste des activités de télésurveillance médicale, et ne peuvent être référencées sur cette liste que des solutions qui ont obtenu le certificat. Et ne peuvent être remboursées que des solutions qui sont sur cette liste. Donc l'idée, et vraiment le travail qu'on fait à la délégation au numérique en santé, c'est de poser un cadre et de poser des exigences qui permettent aux solutions de s'y conformer, d'être évaluées et certifiées, et pour que quand elles arrivent sur le marché, elles peuvent être prescrites, elles sont conformes. Donc l'idée, c'est de ne pas faire peser sur les patients ou sur les médecins la responsabilité de vérifier que la solution, ce n'est pas des experts techniques, ce n'est pas leur travail de vérifier qu'une solution respecte bien les standards en termes de sécurité. D'accord. Donc, ça veut dire que moi, je suis patiente. Quand on me propose un dispositif donc, médical numérique, par principe, je fais confiance par rapport, effectivement, je fais confiance en l'outil et au choix de cet outil pour tout ce qui concerne donc, ma vie privée, la protection de ma donnée, le respect du secret médical. Pour le coup, je sais que ça a été décidé en amont et donc je peux rentrer en confiance. C'est bien ça, Vincent? Alors, peut-être Yann, tu peux compléter parce qu'il y a une partie des… Non, alors forcément, il va falloir faire confiance à quelqu'un. Si on fait confiance à son équipe soignante, on fait confiance à son équipe soignante. Si on veut aller vérifier ce que dit l'équipe soignante, on pourrait aller sur le site du ministère, regarder cette liste et vérifier que l'outil est bien référencé sur la liste validée par le ministère. Donc ça, on pourra le faire.
Après, il faudra bien faire confiance à la Haute Autorité de Santé, à l'Agence du numérique en santé, qui auront évalué les preuves. Il y a un moment, il faut bien faire confiance à ceux qui ont certifié. Mais voilà, en tout cas, la liste sera publique, à la fois pour les professionnels, pour les hôpitaux, pour tous ceux qui manipulent à un moment donné ces outils. Donc, tout le monde aura accès à cette liste de dispositifs pris en charge par l'assurance maladie. Voilà. Tu as raison d'ailleurs, et je te remercie de m'avoir reprise. Effectivement, à un moment donné, il faut bien faire confiance. Alors, justement, pour pouvoir rentrer en confiance dans le dispositif que vous nous avez proposé à travers ces 2 décrets, comment je rentre en confiance? Alors, je suis un professionnel de santé, médecin, paramédical, et je veux m'investir dans cette activité de télésurveillance. Et Anne-Maëlle, je te regarde, quels sont les points de vigilance? Ce sur quoi je devrais effectivement être alertée? Alors, ce que tu appelles les points de vigilance en termes juridiques, ce n'est pas forcément les points importants. Non, les premières choses importantes, c'est de se renseigner pour savoir si cette activité, ce que c'est exactement que cette activité, savoir si ça me correspond, si ça m'intéresse. Si ça m'intéresse. Quand je dis moi, c'est moi équipe. Médecin seul ou médecin et son équipe. Pardon, je l'ai répété 3 fois. Donc, d'abord, se renseigner, savoir si, on a envie de se lancer et quelles sont les organisations qu'il faut que je mette en place. Parce que pour télésurveiller, il faut se dire, il faut que je sois capable de gérer les alertes. Donc, il faut que je gère mon emploi du temps pour me libérer un peu de temps pour savoir quand est-ce que je vais prendre les alertes. Ça peut être le soir à la fin de ces consultations, ça peut être entre midi et 2, ou alors si on a… Voilà, ça s'organise un petit peu. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, une fois qu'on est sûr, c'est choisir son outil. Donc, soit on est médecin libéral, on choisit son outil et on le prescrit, soit on est à l'hôpital, on choisit l'outil et après on en discute avec la direction pour savoir si l'outil il marche avec les systèmes d'info d'hôpital, etc. Il y a cette démarche un peu supplémentaire quand on est à l'hôpital. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens d'établissements de santé dans les spectateurs, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour compléter mes propos tout à l'heure. Donc après, on choisit l'outil. Une fois qu'on a choisi l'outil, une chose fondamentale, c'est le temps d'explication avec le patient. C'est-à-dire, on va prescrire au patient, mais on ne lui prescrit pas de façon passive. La télésurveillance, l'intérêt, effectivement, c'est de surveiller, de savoir ce qui se passe pour pouvoir anticiper. Mais la télésurveillance, majoritairement, je mets de côté les télésurveillances des prothèses cardiaques, il y a aussi de l'accompagnement thérapeutique et de la coordination. Le but, c'est que le patient puisse aussi devenir beaucoup plus acteur de sa santé. Donc, cette étape au départ je souhaite vous mettre en place de la télésurveillance, voilà ce que c'est, voilà pourquoi on va le faire et on va le faire ensemble, c'est hyper important. Donc, cette étape-là, et après, on met en place. Et pour répondre à une question qui est dans le chat, oui, la liste va être publiée sur le site du ministère et elle sera maintenue. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une transparence sur les solutions qui sont conformes, d'une part, aux exigences d'interopérabilité et de sécurité, et d'autre part, à une preuve d'efficacité, on va dire, soit une nouvelle solution sur la partie de preuve d'efficacité d'un bénéfice clinique, soit, si c'est une solution qui est en ce qu'on appelle ligne générique, elle est conforme aux exigences minimales en termes de cahier des charges imposés et concertés par la Haute Autorité de Santé, où on explique comment ça se passe, une télésurveillance d'un patient diabétique ou en insuffisance cardiaque, etc. Alors, justement, parce que tu abordes ce point-là, Vincent, et il y a une autre question sur le chat qui est posée. Beaucoup de fournisseurs de solutions de télésurveillance n'hébergent pas leurs données en France. À quand une obligation sur ce point? Alors, avant de te donner la parole, il me semblait t'avoir entendu dire que justement, ces dispositifs étaient inscrits sur la liste à partir du moment où on garantissait une certaine sécurité. J'avais compris que dans cette sécurité, il y avait notamment la protection de la donnée telle qu'en Europe, en tout cas, on souhaite qu'elle soit protégée. Donc, je suppose que Vincent, justement, qui pose la question, on peut lui répondre qu'un des points, mais je soumets cette réponse à ta validation, un des points, effectivement, sur lesquels vous allez être vigilant, c'est de vérifier que l'éditeur de l'outil, le fournisseur, voire le distributeur, parce qu'on a vu que les rôles étaient distingués selon les cas dans le décret,
eh bien, s'engage à ce que les données qui sont traitées à travers le dispositif soient bel et bien traitées de manière conforme à la loi européenne. On est bien d'accord? Oui, nous, en fait, ce qui est vérifié, c'est un engagement à une conformité en termes de protection des données par rapport au RGPD, donc au Règlement général sur la protection des données européen. J'entends bien la question sur l'hébergement en France. Alors, est exigée aussi une certification en termes d'hébergement de données de santé qui impose un certain nombre d'exigences supplémentaires au RGPD sur l'hébergement et sur la sécurité de cet hébergement. D'accord. Donc, ce qui est de nature à nous rassurer. Merci, Vincent. Tu veux ajouter quelque chose? Je vais ajouter, oui, voilà, il y a des travaux très importants qui se lancent côté DNS sur la souveraineté et sur des hébergements pour que ce soit des hébergements qui soient en Europe et qui soient, on va dire, indépendants de toute loi extraterritoriale à l'Europe. C'est des sujets qu'on a en tête et sur lesquels les équipes travaillent ardemment. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je poursuis pour les questions qui sont posées. Yann-Maël, je ne te délaisse pas, mais il y en a quelques pour Vincent. Alors, Vincent, il y a tout d'abord celle de Mathias Charlet, que je salue, et ensuite je lirai la question de Jean-François Thébault. Mathias pose la question concernant les professionnels de santé hospitaliers qui souhaitent donc utiliser un dispositif médical numérique de télésurveillance et se pose la question des modalités contractuelles qui devraient être prises, en tout cas mises en place avec l'industriel. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations par rapport à ces modalités contractuelles? On sait effectivement qu'il doit y avoir un contrat qui doit être conclu. C'est même une obligation selon le décret. Donc, concernant les hospitaliers, y a-t-il une convention type? Il y a deux choses pour les hospitaliers en hôpitaux publics. Il y a la convention qui est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que toute équipe de télésurveillance doit passer une convention, comme dans ETAP. C'était un peu le cas dans ETAP, avec les industriels. Le but, c'est de répartir qui fait quoi, c'est-à-dire des engagements mutuels. L'industriel s'engage à faire ça, et le professionnel s'engage à prendre. Voilà, c'est juste du qui fait quoi, donc il y a une convention à faire. Pour les hôpitaux publics, il y a un appel d'offres à faire. Les marchés publics s'appliquent parce qu'en fait, le destinataire officiel de la donnée pour la traiter, c'est le médecin, donc c'est l'hôpital, et donc il y a un appel à faire, un appel d'offres à faire pour les hôpitaux publics. Il y a tout un travail qui est en train d'être fait avec les centrales d'achat actuellement pour justement essayer de référencer les outils de télésurveillance pour faire gagner du temps aux hôpitaux pour qu'ils puissent passer par les centrales d'achat. Mais effectivement, ça fait partie des démarches à faire pour les hôpitaux publics. Voilà, donc il y a bien un contrat à passer. Il y a une convention et un appel d'offres pour les hôpitaux publics. Et un appel d'offres. Voilà. Je suppose que nous pourrons répondre à ces appels d'offres que les industriels qui voient leur dispositif être inscrit sur la liste dont nous parlait tout à l'heure Vincent. Exactement. Et pour la convention, on travaille actuellement, et certains dans le chat d'ailleurs nous aident pas mal là-dessus, à travailler sur des conventions de type pour pouvoir fournir aux professionnels, quel que soit leur type d'exercice, des conventions de type pour leur faire gagner du temps et que les choses soient le plus simple possible à mettre en place. Voilà, ça, c'est très sympa pour eux. Merci beaucoup et aussi pour les juristes que nous sommes. Comme ça, on est sûr d'avoir le même template pour tout le monde. Alors, toujours pour Vincent, Lionel nous pose la question de savoir si les solutions actuellement utilisées, donc je suppose que ce sont celles qui ont été expérimentées à travers le programme ETAP, puisqu'on parle de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie, les solutions actuellement utilisées seront-elles automatiquement reconduites? Alors, je vais répondre à la question de Lionel et après je prendrai la question de Jean-François là, qu'on avait. D'accord. Alors, pour les solutions qui sont actuellement dans ETAP, elles ne sont pas automatiquement reconduites parce qu'en fait, elles doivent se mettre en conformité au niveau des exigences d'interopérabilité et de sécurité, comme on l'a mis, comme j'ai présenté tout à l'heure. Et c'est l'Agence du numérique en santé qui va évaluer cette conformité et qui va aussi évaluer la conformité de ces solutions qui sont dans l'étape ou les nouvelles qui veulent
rentrer sur ces indications génériques qui étaient celles d'étape aux exigences de la Haute Autorité de Santé, en termes d'exigences minimales. Et une fois que les solutions auront été évaluées, elles basculeront de la partie expérimentation, étape, à la partie droit commun, télésurveillance. Elles seront référencées et elles pourront continuer d'inclure des patients, mais cette fois dans le droit commun. Donc là, c'est une bascule qui est normalement prévue au 1er juillet. Il y a un certain nombre de solutions qui sont en cours d'évaluation et il y a des cahiers des charges proches de ceux d'étape qui sont en termes d'exigences minimales qui sont en fin de concertation, fin de consolidation, pardon. Merci Vincent pour ces précisions. Alors, on va revenir sur la question posée par Jean-François, hein, qui, vous pouvez le lire. Si un dispositif médical numérique obtient un financement PECAN, est-ce que l'intégration des nouveaux patients au service de l'application est limitée à ceux qui sont intégrés dans l'étude clinique PECAN ou est-ce plus large? Nous pose comme Alors, question. la réponse courte, c'est plus large. Et après, peut-être qu'il faut préciser quand même ce que c'est que PECAN. Donc, PECAN, c'est la prise en charge anticipée numérique qui a fait l'objet qui est un dispositif qui va permettre de prendre en charge de façon anticipée des solutions, donc de télésurveillance, mais aussi des dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique, qui peuvent être par exemple des applications, mettons une application mobile qui va implémenter des thérapies digitales, par exemple, je ne sais pas, dans le champ de la santé mentale, et qui revendique faire aussi bien qu'un médicament psychotrope. Enfin, un médicament. Pour ce qui est des nouvelles indications de télésurveillance, la prise en charge anticipée numérique, l'idée c'est vraiment d'accélérer l'arrivée de nouvelles solutions de télésurveillance, de nouvelles indications de télésurveillance qui n'ont pas forcément à l'instant du dépôt les preuves, mais qui ont la capacité de démontrer un potentiel à court terme, à savoir 6 à 9 mois. Donc, en quelque sorte, elles ont déjà fait des études cliniques, elles sont sur la fin de leurs études cliniques, et la Haute Autorité de Santé évalue que ces solutions ont le potentiel d'apporter un bénéfice clinique et de démontrer leur bénéfice dans l'année qui suit. Donc, elle leur octroie une prise en charge dérogatoire d'1 an qui va leur permettre pendant 1 an de commencer un déploiement, inclure des patients, et là, ça peut être tout patient qui correspond aux indications de télésurveillance, mettre en place cette solution de télésurveillance avec les médecins et les professionnels de santé, commencer à facturer l'assurance maladie, et ensuite, il y aura une bascule qui va se faire dans le droit commun au bout d'1 an, quand la solution aura été évaluée sur la base on va dire des preuves et des données cliniques complètes. Donc l'idée, c'est vraiment de accélérer le déploiement de ces solutions en rajoutant une marche intermédiaire au dispositif de droit commun qui est très exigeant en termes de démonstration. Alors, merci Vincent, parce que du coup, ça m'a permis d'avoir la réponse à la question que j'allais poser. C'est quoi une prise en charge anticipée? Parce que c'est exactement un des termes qui, d'un point de vue juridique, m'avait frappé. Alors, c'était quoi une prise en charge anticipée? Et grâce à la question, j'ai eu la réponse. Et donc là, on a le décret. Le décret, lui, donc c'est un décret à part qui est en cours de finalisation, donc il devrait être publié dans les semaines qui viennent. Et dès qu'il sera publié, l'Agence du numérique en santé pourra de son côté commencer à certifier les solutions et la Haute Autorité de Santé aussi, parce que justement pour accélérer le déploiement de ces solutions, plutôt que d'avoir une évaluation séquentielle, comme on a pour la télésurveillance de droit commun, donc ANS, puis Haute Autorité de Santé, là on fait tout en parallèle. D'un côté, la conformité aux exigences d'interopérabilité et de sécurité, et de l'autre côté, l'évaluation du potentiel et de la présomption d'innovation que revendique l'industriel. D'accord.
Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Alors, je vois que les questions sont de plus en plus nombreuses dans le chat, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en aborder un maximum. Mais je reviens sur une première question, ce qui va me permettre de retourner vers Yann Maël, que je n'ai pas pu lire tout à l'heure et qui concerne cette fois-ci la prise en charge de la plaie du pied diabétique. Personne précise, le télépied. Alors, j'ai une question, j'ai une contre-question à la question. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt là de ce qu'on appelle du télésuivi, donc plus de la téléexpertise ou des téléconsultations, notamment via délégation de tâches, et pas de la télésurveillance au sens remonté d'une donnée de santé dans un algorithme avec génération d'alertes. Je pense qu'on est plus sur du suivi à distance, là, via d'autres techniques de télésanté. Mais j'ai un doute. Mais c'est bien de le faire. Alors, peut-être que la personne peut nous expliciter sa question, mais ça montre bien qu'on est toujours sur la définition du décret du 19 octobre 2010, hein, même si on parle désormais d'activité de télésurveillance. On est bien sur une télésurveillance, c'est-à-dire qu'on a bien donc une surveillance à distance avec des informations donc, qui nous parviennent depuis le patient vers l'équipe de soins via effectivement des solutions numériques qui envoient donc des alertes qui sont donc analysées dans un premier temps certainement par un système automatique d'intelligence artificielle et ensuite dans un second temps quand le seuil d'alerte est dépassé, interprété donc par une équipe. Alors l'équipe, il y a à la base effectivement donc souvent comme on a vu se déployer lors de l'expérimentation étape des paramédicaux, donc on a en tête l'infirmier. Et puis, au final, effectivement, donc, le médecin qui prend la décision médicale. Alors, l'activité de télésurveillance, on l'a dit, c'est une organisation, c'est aussi des compétences qui vont venir se compléter. Alors, je suppose que, comme on l'a vu sur le terrain avec l'expérimentation étape, c'est très approprié pour les délégations de tâches. Alors, on a vu sur le terrain le fait que l'infirmier souvent est en charge de faire la première lecture. Est-ce qu'on a prévu justement des compétences plus précises qui nous permettraient d'ouvrir le champ d'action des paramédicaux dans le cadre de ce type d'activité de télésurveillance? Je m'adresse à toi, Yann Maël. Pour l'instant, on est vraiment à ISO compétences, entre guillemets, de chaque professionnel de santé, telles qu'elles sont aujourd'hui dans les textes. On sait pour autant qu'il y a déjà dans certaines organisations de télésurveillance, je sais que par exemple Mondor est là, et il y a des protocoles de délégation de tâches, article 51, qui ont été mis en place. Alors, il y a deux façons de voir. Soit on continue comme ça avec des protocoles article 51 de délégation de tâches en fonction des besoins de chaque équipe et des besoins organisationnels. Soit dans un second temps, il y aura besoin de faire bouger les compétences. Mais ça, j'ai envie de dire, ça nous dépasse largement dans le cadre de la télésurveillance. On voit d'ailleurs les débats que ça peut poser par ailleurs, et ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, le cadre, c'est à ISO compétences et les protocoles article 51, donc délégation de tâches, marchent très, très bien. Voilà. Si l'avenir évolue, on fera évoluer les choses, mais en tout cas, aujourd'hui, on est là-dessus. En tout cas, on est bien dans le cas actuel, donc sur possiblement toujours le même protocole de délégation de tâches. Donc, on ne prend pas de risque, puisque la question, il y a une question. On ne prend pas de risque, et même si c'est une activité, on ne parle plus d'acte médical, mais d'activité, ça reste une activité médicale. Il y a toujours un médecin qui est là, ou une infirmière en délégation de tâches, mais il y a toujours un médecin. Voilà. Alors, ça, c'est important. La question est posée. La responsabilité du médecin prescripteur et du suiveur d'alerte, si au moment de l'alerte, il n'est pas disponible immédiatement. Alors, je rappelle aussi, hein, donc là, je me permets de reprendre la casquette du juriste, qu'on est quand même sur donc une prise en charge médicale à distance. Donc, le patient doit être informé des modalités d'exécution de cette prise en charge à distance. Ça, c'est fondamental. Si vous dites au patient qu'il est surveillé 24/24, 7 jours sur 7, eh bien, lui est tout à fait en droit de venir exiger de l'être 24/24, 7 jours sur 7. Donc, bien informé des modalités d'exécution. Alors, à partir du moment, par contre, vous dites, voilà, vous êtes télésurveillé avec une lecture des alertes de telle heure à telle heure, en revanche, vous devez effectivement donc assurer cette lecture. À défaut, vous pourriez voir votre responsabilité être engagée. Je referme la parenthèse, mais si Yann Maël, tu veux, ou Vincent, ajouter quelque chose.
C'est difficile de passer après parce que tu as déjà été assez complète, Lina. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la télésurveillance telle qu'elle est faite aujourd'hui, en tout cas pour les premières indications, on n'est pas sur de la télésurveillance en direct, j'allais dire en live, type musique de ville. On est vraiment sur de la télésurveillance de pathologie chronique. Le but, c'est d'anticiper les dégradations, mais on n'est pas à la minute. Voilà. Par contre, effectivement, Lina a raison, c'est-à-dire qu'il faut absolument dire à son patient, on vous télésurveille, donc s'il y a une alerte, on le verra et on pourra adapter votre traitement, mais c'est ce but-là. Si vous avez un malaise, si vous avez des signes, etc., c'est la même procédure qu'habituellement, c'est-à-dire vous appelez le 15 ou vous m'appelez, mais on n'est pas là pour gérer les urgences en télésurveillance. On est là pour nous permettre d'anticiper les choses hors urgence. Quand on arrive au moment d'urgence, on passe dans un autre cadre. Donc, c'est vraiment simplement informer le patient du cadre, mais on n'est pas sur de la télésurveillance en urgence, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être que demain, on aura de la télésurveillance post-usique à domicile ou des choses plus HAD ou des situations un peu différentes qui obligeront des organisations différentes. En tout cas, pour les 5 premières indications, on est vraiment sur du suivi chronique et pas du tout sur il y a une alerte, il faut que je la gère tout de suite. C'est une question d'organisation et d'information du patient. C'est vraiment très important cette Et précision. on en revient à la question, pour compléter, mais de l'accompagnement du patient sur la mise en place et le suivi humain. C'est essentiel, en effet, que tout soit bien expliqué au début, qu'il y ait à l'oral et un support écrit, que ça soit rappelé régulièrement pour que le patient comprenne bien les enjeux, comprenne bien à quoi ça sert et qu'il s'engage aussi parce qu'en fait, on lui demande des informations parce que c'est finalement grâce à ces informations de vie réelle qui vont remonter dans la plateforme de télésurveillance que le patient que ces données vont pouvoir être analysées, transmises si besoin est à l'équipe médicale. Ça, c'est bien de le préciser et ça fait écho à la question proposée effectivement par Frédéric Le Guillou. Merci Frédéric de ta présence. Donc, concernant le patient, justement, donc, on a compris, il doit être informé, mais c'est plus qu'une information, il est quand même très acteur, le patient, dans l'activité de télésurveillance. Parce que ça doit être un patient acteur, parce qu'il faut, il faut tous les soirs, si je prends l'insuffisance cardiaque, monter sur sa balance pour que son poids remonte. Et de toute façon, la télésurveillance ne marche que si le patient a envie de s'investir. En fait, c'est son, j'ai envie de dire, c'est sa télésurveillance, quoi. C'est son choix proposé par l'équipe soignante, mais c'est son choix, la télésurveillance. Oui, il a un contrairement à ce que le mot peut laisser penser de surveillance, c'est l'inverse, en fait. C'est lui qui choisit de s'investir et de pouvoir être suivi par son équipe soignante, mais il y a un vrai investissement et qui est nécessaire d'ailleurs, parce que c'est aussi l'intérêt de la complémentarité avec l'accompagnement thérapeutique. Désolé, je divague et je sors du décret, mais l'intérêt de la télésurveillance et de l'accompagnement thérapeutique, c'est que ça permet aux patients, à l'équipe, de pouvoir discuter et reprendre l'éducation ou l'accompagnement en fonction de situations qui viennent d'être vécues. Je vais dire une bêtise, je viens de manger des huîtres et le lendemain, j'ai pris 1 kilo. Ça permet de voir le lien qu'il y a entre le fait que j'ai mangé du sel la veille et que je décompense mon insuffisance cardiaque juste après. En fait, c'est cet accompagnement au quotidien quand il y a besoin. Ce n'est pas du quotidien, il n'y a pas des contacts tous les jours, mais quand il y a un problème, ce contact directement permet de resserrer les liens entre le patient et l'équipe et de mieux comprendre et d'être plus acteur de sa pathologie. Et c'est vraiment un des piliers de la télésurveillance. Alors, effectivement, donc le patient a un rôle d'acteur, donc il fait partie de l'équipe intégrante donc, de l'activité de télésurveillance. Alors, Frédéric pose la question, alors oui, mais qui va l'aider finalement à comprendre, qui au quotidien va l'aider à comprendre qu'il faut monter sur la balance, qu'il faut prendre effectivement ses constantes, qu'il faut pousser les données donc vers le relais. Donc, est-ce qu'il va y avoir des professionnels dédiés à cela? Donc, ça, c'est ma première question. Alors, certainement qu'on va l'envisager sous l'angle de l'équipe hospitalière, mais j'ai bien compris que l'activité de télésurveillance pouvait être aussi proposée par des médecins libéraux, donc en ville. Et donc, ces médecins libéraux, comment peuvent-ils s'organiser aussi? Comment vont-ils être aussi bien formés que l'ont été les équipes hospitalières depuis le programme ETAP? Alors, il y a déjà des libéraux dans le programme ETAP, des médecins libéraux, pas des équipes libérales dans le programme ETAP. Alors, il y a plein de sous-questions. Le patient sera accompagné par, comme tu l'as bien dit, Célina, par son équipe de télésurveillance. Après, ça dépend de l'organisation de chacun.
C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le temps? Est-ce que c'est le médecin qui informe, qui prescrit et qu'on dédie un temps, par exemple avec une infirmière après, pour reprendre les choses et rentrer plus dans le détail? Est-ce que c'est le médecin lui-même qui veut prendre ce temps un peu plus long au départ? Et après, on s'adapte aux patients. C'est-à-dire que ce n'est pas pour tous les patients, c'est tous les jours, la première semaine, puis une fois toutes les 2 semaines. C'est vraiment en fonction de l'équipe, de l'organisation et des besoins du patient qu'on va adapter un peu les choses. Il y a des patients, on va leur expliquer au départ, ça va aller très vite et ils ne vont pas avoir besoin de plus d'informations parce qu'ils sont hyper technophiles et qu'ils n'ont pas de questions. Tout va dépendre un petit peu des choses. Ça ouvre d'autres questions sur la… je te vois, Lina, te dire, tiens, d'autres questions derrière. Donc, ça dépend. Après, pour la question de l'organisation de ville, effectivement, l'hôpital, c'est plus simple. Il y a une structure qui peut facturer pour tout le monde et l'organisation se met en place. Pour la ville, les choses sont un peu différentes parce qu'on a des professionnels qui sont libéraux avec un forfait qui est unique pour l'équipe de télésurveillance. Donc, il va falloir que déjà un médecin se déclare en tant qu'opérateur, mais il peut travailler avec des équipes, avec des infirmières libérales ou d'autres médecins. Mais il y a un médecin qui va facturer pour l'équipe et redistribuer à l'équipe leur quote-part en fonction du temps de chacun investi. Voilà, donc il y a une espèce de… On va tester les premiers forfaits de ville, en fait, avec la télésurveillance. Mais ça, voilà, il y aura une facturation par un des professionnels qui redistribuera aux autres. Et là encore, on fournira des contrats types pour aider cette répartition financière entre les professionnels libéraux. Tu évoques la facturation. Donc forcément, je vais te poser la question. Elle est posée à plusieurs reprises. Alors, quelles sont les informations qu'on peut avoir par rapport justement à cette tarification? Alors, y a-t-il des discussions en cours? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Alors, l'information qu'on peut avoir, c'est que les discussions sont toujours en cours et qu'elles… Et j'allais dire vous le verrez le jour où l'arrêté sortira. C'est-à-dire que dès qu'il y a un accord qui est trouvé sur les discussions qui sont en cours avec les opérateurs d'un côté, donc les professionnels de santé, et de l'autre côté avec les industriels, dès que ces discussions ont abouti, l'arrêté tarifaire sera publié. Et bien entendu qu'on communiquera dessus pour que tout le monde soit informé et à bonne information. Voilà, c'est difficile d'en dire plus aujourd'hui sur ça, mais ça devrait être assez rapide maintenant. D'accord, donc c'était effectivement un point sur lequel il nous fallait vous poser des questions à tous les deux. Alors, je reviens maintenant à Vincent. Concernant effectivement les dispositifs, il y a une question assez pertinente. 2 exploitants en plus peuvent-ils utiliser un même dispositif médical numérique, Vincent? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Moi, je pense l'avoir. Et pour être très honnête, je crois que les personnes qui maîtrisent techniquement ces questions ne seront pas autour de la table. Moi, je botterai en touche pour être très honnête parce que j'ai peur de mal vous répondre. Et par contre, je prends la question pour les personnes. C'est la DSS qui est en charge de cette question-là, de savoir, en fait, aujourd'hui, dans l'étape, c'est notamment en pneumologie, l'industrie, ce qu'on appelle l'industriel, pouvait être des gens qui récupéraient des sessions, on va dire, d'outils, n'étaient pas le créateur de l'outil. Voilà, si je schématise. Et donc, on pouvait avoir plusieurs personnes qui se déclaraient industrielles, donc qui fournissaient un dispositif médical unique. Donc, c'est cette question qui est posée. Je ne suis pas en capacité, moi, personnellement, de vous répondre. Donc, En tout cas, pour la certification, l'idée, c'est qu'on ne certifie pas 3 fois la même solution. Donc, il y a dans les textes la capacité… il faut qu'ils choisissent un chef de file, un porteur du dossier qui va faire référencer la solution et qu'on n'ait pas 15 fois la même solution avec des mises en place opérationnelles un peu différentes. Mais, c'est la question entre fabricants et distributeurs, en fait. Voilà. Absolument, effectivement. Vincent, c'est toujours pour toi. Alors, c'est vrai que souvent, ces dispositifs médicaux numériques emportent avec eux une intelligence artificielle. Donc, voilà. Donc, en tout cas, un système algorithmique intelligent. Et la question, c'est est-ce que la certification dont tu parlais tout à l'heure passe aussi par la certification de ce système d'IA? Il y a d'un côté le travail de l'Agence du numérique en santé qui évalue
l'interop et la sécurité, mais plutôt la sécurité des données. La sécurité du dispositif, elle est évaluée au moment du marquage CE et c'est un des prérequis à tout dossier, c'est un marquage CE médical qui va évaluer, justement, quand il y a un impact sur la prise en charge médicale, va évaluer la sécurité, mais la sécurité du patient à l'utilisation et les performances de cet algorithme d'IA, par exemple, pour savoir est-ce qu'il se trompe souvent ou pas quand il prend une décision. Donc ça, c'est évalué par le marquage CE, et ce marquage CE est nécessaire en France pour les activités de télésurveillance. Oui, ça c'est effectivement. Donc la Haute Autorité de Santé, après, quand elle va évaluer les solutions pour des nouvelles indications, va demander des compléments d'information pour éventuellement en savoir un peu plus sur la façon dont a été validée ou dans la façon dont pourrait évoluer aussi au fil du temps cet algorithme. D'accord, donc c'est quand même un point de vigilance et d'alerte, mais ça n'est pas. Donc, on se base sur une certification préexistante et par ailleurs pour pouvoir effectivement donc considérer que c'est sécure. Merci Vincent pour ces précisions. Alors, les questions se multiplient encore une fois. Je regrette, on ne pourra pas toutes les aborder. Il y a une question qui peut paraître, qui est intéressante, pardon, qui est intéressante et qui concerne cette fois, c'est Marie qui pose cette question, les recommandations de mise en œuvre des activités de télésurveillance. Alors, on se souvient du cahier des charges étapes qui nous donnait effectivement donc des indications sur les alertes, le type d'alerte. Donc, on était effectivement sur des recos. Est-ce que, et c'est vrai que les deux décrets ne reprennent pas ces points-là, on sait que c'est la HAS à qui il appartient effectivement de venir jeter un œil et de viser la pratique du soin via la télésurveillance. Mais justement, est-ce que la HAS, je pose la question, va se baser pour cela sur ce qui était fait dans le cadre d'étapes? Alors, il y a une petite traduction par rapport à étapes. Dans étapes, c'est ce qu'on appelait des référentiels qu'on avait publiés en accord avec, et co-construits d'ailleurs avec la Haute Autorité de Santé, avec les sociétés savantes des différentes pathologies. Là, on rentre dans un process un peu plus de droit commun. Donc, ce qui s'est passé il y a maintenant quelques mois, la Haute Autorité de Santé a transformé les référentiels étapes en référentiels de télésurveillance droit commun. Donc, il y a eu 5 textes qui ont été publiés il y a quelques mois et qui ont été mis à la concertation. Le process habituel du droit commun fait qu'après mise en concertation, la HAS a proposé au ministère ces référentiels, et le travail du ministère a été de traduire ces référentiels en ce qu'on appelle ligne générique. C'est ce dont parlait Vincent, pour qu'après les industriels puissent venir s'inscrire sur ces lignes génériques et qui effectivement reprennent un peu le schéma d'étapes, c'est-à-dire décrivent ce que doit faire le dispositif médical, mais surtout ce que doit faire et un peu les questions que pose Madame Fleurier, c'est-à-dire le niveau de gestion, combien d'alertes à gérer, combien de fois par jour, ou ce genre de questions-là. Et donc là, on est dans ce process-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un avis de projet, ce qu'on appelle des avis de projet qui ont été publiés par le ministère, qui est la traduction des référentiels Haute Autorité de Santé en pré-ligne générique. Ces avis de projet ont fait l'objet de discussions. Là, on est à l'étape de fin de phase contradictoire, c'est-à-dire de retour entre l'écosystème soignant, industriel, Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé va se reprononcer une deuxième fois sur ces lignes génériques, et après, le ministère publiera officiellement les lignes génériques finales. C'est tout un process un peu compliqué, mais elle devrait être publiée très, très prochainement. Et effectivement, ça reprend. Ce n'est pas rédigé de la même façon parce que ce n'est pas des référentiels, mais des lignes génériques. Mais on retrouve les mêmes informations. Donc, effectivement, vous aurez bien des recommandations, en tout cas sur ces questions-là, c'est-à-dire combien de poids minimum, quels sont les critères à télésurveiller, à quelle fréquence, etc. Vous aurez des choses. Après, on sait aussi que les sociétés savantes, probablement, et pas que, se prononceront. Ça peut être la CFSD, ça peut être des sociétés savantes thématiques comme la Société française de cardiologie, ça peut être des sociétés de patients. Je sais qu'il y a Jean-François Thébault avec la Société française de diabétologie et France Asso Santé qui peuvent aussi faire des recommandations. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de recommandations de sociétés qui vont pouvoir arriver par la suite et venir compléter les choses très thématiques que la Haute Autorité de Santé va publier avec les lignes génériques qui sont là encore très thématiques. On pourra prendre du recul, je pense, avec les sociétés savantes derrière.
Alors, merci parce que tu viens de nous donner une définition de ce qu'il faut entendre par ligne générique. Parce qu'effectivement, c'est un point qui apparaît dans le décret, hein, comme ce sont des nouveaux termes, en tout cas pour le juriste, comme l'activité de télésurveillance. À un moment donné aussi, et je poserai la question, donc on parle du tiers. Donc, je vous remercie parce que l'un et l'autre, vous abordez ces questions-là sans même qu'on vous les pose. Alors, concernant justement le tiers, et je reviens sur une question qui a été posée tout à l'heure, dans le chat, où on se questionne sur les prestataires de santé à domicile. Est-ce que, donc, alors on évoquait tout à l'heure qui pouvait aider le patient à domicile, qui pouvait faire le lien. Est-ce que les prestataires de santé à domicile, on les connaît? Est-ce que ça pourrait être eux? Est-ce que ce sont eux les tiers? Pardon si la question ne paraît pas appropriée, mais je vous la pose. Alors, est-ce que tu peux juste préciser la question de tiers? Alors, dans le décret, il est prévu effectivement la possibilité de faire appel à un tiers. Alors, je peux reprendre si tu le souhaites. Ouais, alors je t'avoue que à force, je finis par oublier. J'imagine bien. Ça n'est pas bien grave. En tous les cas, on revient sur la question donc, du prestataire de santé à domicile. Est-ce que c'est ce type de profil professionnel, d'activité professionnelle qui peut éventuellement faire le relais entre les équipes de soins et le patient à domicile? Peut-on avoir une place pour cette nouvelle activité, en fait, qui n'est pas tout à fait nouvelle puisqu'elle existe depuis longtemps, mais peuvent-ils avoir un rôle aussi dans les activités de télésurveillance? Alors, on va dire que les professionnels les PSDM ont déjà une activité aujourd'hui, une activité qui est connexe avec la télésurveillance, notamment pour ceux qui vont au domicile des patients, qui suivent les pompes des patients à insuline ou en pneumologie. Ils ont un rôle déjà aujourd'hui auprès du patient avec les machines. Donc, on voit bien que les choses sont connexes. Il n'y a pas de rôle particulier qui a été créé pour la télésurveillance. Par contre, dans leur rôle actuel, ils peuvent très bien aider. Après la télésurveillance, on est vraiment sur un patient et son médecin. Aujourd'hui, il n'y a pas de rôle dédié du PSDM dans la télésurveillance. D'accord. Merci. Donc, il n'y a pas de rôle dédié, mais ça n'est pas pour autant interdit. Donc, ça, c'est pour répondre à la question qui était posée. Après, il faut juste que les choses soient claires sur le qui fait quoi si jamais ça prend. Comme il n'y a pas de rôle dédié, il n'y a pas de rémunération particulière aujourd'hui pour cette activité supplémentaire. Il faut être assez clair sur les choses, parce que je pense que la question vient aussi à ça. Voilà, aujourd'hui, c'est un patient, son équipe de professionnels et l'industriel qui met à disposition le dispositif médical. Donc, c'est ce trinôme-là, patient, industriel, équipe soignante. Voilà, on est là-dessus. Après, les choses sont beaucoup plus mouvantes, c'est-à-dire que toute personne qui intervient dans le parcours de santé du patient, avec l'accord du patient, peut amener à aider, etc. Mais il n'y a pas de rôle spécifique du PSDM aujourd'hui. Voilà. D'accord, qui est prévu. Merci pour cette précision, Yann Mel. Alors, et peut-être juste pour compléter ce que disait Yann tout à l'heure sur les exigences en termes de ligne générique, on a une petite différence qui est arrivée avec l'entrée dans le droit commun, qui est avant, on avait des exigences. Là, on a des exigences qui sont minimales. Il y a des choses qui vont rentrer 18 mois après pour laisser le temps aux solutions de se mettre en conformité. Et puis, il y a des choses qui sont recommandées, mais qui ne sont pas, pour l'instant, obligatoires. Voilà. C'est effectivement un petit… et merci Vincent d'ailleurs de m'y faire penser. Dans l'étape, on exigeait des choses… Non, je vais m'y reprendre. Pardon. La Haute Autorité de Santé, dans ses référentiels qu'elle a traduits d'étape, a cranté certaines choses supplémentaires. Et l'ANS aussi également dans ses référentiels de système d'info. Et après, on reste pragmatique quand même, malgré ce que certains peuvent penser, on reste pragmatique, donc on va laisser le temps aux industriels de se mettre en conformité, parce que ça demande des développements, ça demande des choses. Donc, il faut laisser le temps à la montée. Et c'est que plusieurs personnes nous ont alertés en nous disant dans les avis de projet dont je parlais, ligne générique, il y a des choses qu'il y avait dans les référentiels de la Haute Autorité de Santé qu'on ne retrouve pas. Ce n'est pas qu'en fait, on ne les garde pas, c'est que certaines choses ne peuvent pas être mises en place tout de suite, sauf si on veut qu'aucun industriel ne puisse se présenter sur le guichet et avoir la certification là, au 1er juillet. Donc, il y a des choses qu'on décale un petit peu dans le temps, parce qu'en fait, on veut que la télésurveillance puisse se mettre en place. Et donc, pour qu'elle se mette en place, il nous faut des dispositifs médicaux. Donc, c'est un peu du pragmatisme et il y a des choses qui viendront au fur et à mesure.
Donc, on voit bien hein, que tout est encore à construire. Là, finalement, ces 2 décrets nous donnent un cadre extrêmement précis avec des termes nouveaux, on l'a bien compris. Mais on voit bien aussi que tout n'est pas fermé. C'est important parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées. On a la sensation en fait que nos auditeurs en fait entendent ces décrets comme étant le cadre définitif, mais en vous écoutant tous les deux, on sait bien qu'il est à évoluer. Là, c'est le premier cadre que vous donnez avec les principes de base, et on a entendu aussi que tout est à explorer voilà, pour l'avenir. Et donc ça, c'est important parce qu'il y a une multitude de questions qui sont posées. Je pense qu'on n'aura pas les réponses ce soir. Hein. On nous dit, bon, bah, effectivement, notamment ceux qui analysent les alertes, il faut que ce soit des professionnels dédiés, il ne faut pas que ce soit les opérateurs de l'industriel qui propose le dispositif médical numérique. Alors, c'est vrai que c'est des choses que nous avons vues lors de l'expérimentation étape. C'est des choses sur lesquelles on n'est pas revenu dans les décrets, mais on est bien d'accord que les lecteurs des alertes doivent être de toute façon des personnes qui, d'une part, sont formées, d'autre part, sont en compétence pour le faire. Et donc, si jamais, et puis bien évidemment, et là je me tourne vers Vincent, doivent garantir la sécurité du dispositif et surtout de la donnée et des droits du patient de manière générale. Donc, est-ce que vous voulez ajouter à cela? Est-ce que vous voulez effectivement donc, indiquer des points de précision que je n'aurais pas fait? Une précision, comme je disais tout à l'heure, on parle d'activité parce que c'est pluripro, mais ça reste une activité médicale. Donc, la décision finale, la prescription, l'adaptation est prise par un médecin. Il faut être assez clair là-dessus. C'est du pluripro parce que c'est une équipe autour du médecin. Il peut y avoir des délégations de certaines parties, comme le préfiltrage, comme l'accompagnement thérapeutique qui n'est pas une activité médicale. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire en équipe. Mais la prescription, le renouvellement, la prise de décision médicale suite à une alerte, ça reste dans les mains du médecin et pas d'un médecin chez l'industriel, d'un médecin dans un service ou dans son cabinet. Ça, il faut être très clair là-dessus. Et il y a des choses qu'on a pu voir par le passé, qu'on ne souhaite pas revoir, je ne m'épancherai pas là-dessus, mais clairement, la décision médicale, les ordonnances, toutes ces choses-là, c'est chez le médecin. Voilà. On est très clair là-dessus. D'ailleurs, sur les 2 décrets, il y a le décret simple. Et dans le décret simple, il y a une petite phrase qui dit qu'aucune activité médicale ne peut être déléguée. Par contre, pour les autres, elles peuvent être déléguées soit à des équipes paramédicales en ville ou à l'hôpital, à des associations. On a ouvert la possibilité, quand on a précisé que des associations pouvaient aussi, par exemple des associations de patients experts peuvent aussi prendre part notamment à l'accompagnement thérapeutique s'ils ont les formations nécessaires. Voilà, mais on a bien précisé les choses sur ce qui peut être délégué, ce qui ne peut pas être délégué. On est très clair, ce qui est médical doit rester médical et aux mains de l'opérateur. Et je précise même que dans les décrets, vous avez pris la précaution de préciser que cette activité doit faire l'objet d'une prescription médicale. Donc, on est vraiment dans une activité donc, de prise en charge médicale à distance. Donc, la question a été posée tout à l'heure, je le dis. Oui, on engage sa responsabilité en tant que médecin. Oui, on engage sa responsabilité en tant que membre d'une équipe de soins. Faut-il en avertir la compagnie d'assurance? Bien évidemment, mais ça ne suppose pas, bien évidemment, une augmentation du risque et une augmentation des cotisations, ça, il faut le dire. Mais pour le petit conseil d'amis, puisqu'on engage là la fin de soirée et aussi la fin de ce webinaire, eh bien, oui, il ne faut pas effectivement donc prendre de risques plus que nécessaire et de toute façon, toujours en avertir sa compagnie d'assurance. Alors, quand même, parce que j'y tiens, le patient, lui. Donc, on a compris qu'il y avait tout un système pour lequel le professionnel de santé et les équipes de soins se doivent d'être formés. Ils peuvent largement se fier sur ce qui a été fait dans le cadre de l'expérimentation étape, dont on a compris qu'effectivement, on peut s'en inspirer largement. Le patient, lui, doit être informé, il garde ses droits, il doit être accompagné. Il doit être accompagné. Est-ce qu'il a son mot à dire, le patient, lorsqu'on va lui proposer cette activité de télésurveillance, sur l'outil qu'on va lui proposer? Parce qu'on disait à l'instant qu'il était acteur. Non, voilà. J'ai envie de dire heureusement, mais en disant ça, il y a des limites. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis médecin libéral, je vais proposer une solution à mon patient. Je vais lui proposer la solution de l'industriel avec qui j'ai passé une convention.
ou une des solutions, parce qu'on peut aussi passer des conventions avec 2-3 industriels pour avoir 2-3 outils différents sous la main, parce qu'on sait qu'effectivement, l'ergonomie du produit, etc., peut changer et qu'il y a certains patients qui vont préférer certains outils plutôt que d'autres. Mais je vais dire une bêtise, mais s'il y a 15 outils en diabétologie, je ne vais pas pouvoir proposer les 15. Ou alors, il va falloir que moi, en tant que professionnel de santé, je passe des conventions. Pareil pour l'hôpital. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire que j'ai référencé 15 solutions à l'hôpital. Et la formation après à l'utilisation qui peut la varier. formation. Donc, on sait que la proposition, elle est un peu biaisée parce qu'on va proposer des outils qu'on maîtrise et avec qui on a passé des conventions. Alors, bien entendu, le patient peut refuser, clairement, et heureusement. Mais après, lui dire qu'on lui laisse le choix sur toute la liste, ça serait mentir, parce qu'effectivement, il y a une question de formation à l'outil, il y a une question de mise à disposition, il y a une question de sécurisation, parce qu'il faut quand même s'assurer que ça soit interopérable avec les trucs de l'hôpital, etc. Donc, il y a du travail derrière de la part des professionnels de santé, de l'hôpital et de la ville. Donc, voilà. Dire qu'il y a complètement le choix, c'est mentir, mais bien sûr que c'est une décision partagée et que le patient a son mot à dire, et heureusement. Et merci de le préciser, en effet. Alors, quelques dernières questions qui concernent, encore une fois, donc, la facturation. C'est vrai que dans le décret, on évoque une facturation à échéance mensuelle. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà, on nous a parlé un temps d'une facturation à échéance mensuelle. Qu'en est-il? Nous pose comme question Lionel. Alors, on est toujours sur une facturation de forfait de 1 mois. Ce qui ne veut pas dire facturation mensuelle. Si vous regardez aujourd'hui ce que font par exemple souvent les kinés ou les infirmiers, ou d'autres professions d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des facturations en série d'actes. C'est-à-dire qu'on va prescrire 5 ou 6 actes et on va facturer ces 5 actes à la fin de la série. Donc, c'est une possibilité. Donc, on viendra préciser les choses sur le temps possible, c'est-à-dire combien d'actes je peux facturer en même temps. Est-ce que c'est 3 actes ou est-ce que c'est 6 actes? Et potentiellement, ça changera parce qu'on n'est pas sur la même dimension de temps. Par exemple, si je prends les prothèses cardiaques où le patient va être télésurveillé potentiellement plusieurs années, ou de la télésurveillance dans le diabète ou la pneumologie, où ça peut être sur des périodes beaucoup plus courtes. Mais on est bien donc sur des actes d'1 mois, mais avec une facturation possible de plusieurs actes en même temps, ce qui évite de refacturer tous les mois. Petite explication, si on est parti sur des actes d'1 mois, c'est aussi, alors c'est pas pour embêter, c'est aussi parce qu'on s'est aperçu que, déjà, dans l'étape, les patients, en fait, on avait mis 6 mois, mais on a beaucoup de patients qui ont eu de la télésurveillance pendant 1 mois, d'autres pendant 3 mois, d'autres pendant 9 mois, et qu'en fait, d'un patient à l'autre, en fonction de la pathologie, en fonction de ses souhaits, la durée n'est pas la même. Donc, pour pouvoir s'adapter aux besoins des patients, mais surtout aussi aux besoins des équipes, parce que chaque équipe, il y a certaines équipes qui préfèrent télésurveiller sur des périodes un peu plus longues, d'autres des périodes plus courtes, etc. Donc, pour pouvoir s'adapter, on a baissé la durée, entre guillemets, de cet acte qui est facturable, comme je disais, au bout de plusieurs mois. Et aussi, une autre chose, c'est qu'on a voulu, pour une fois, on a essayé d'être plus simple. C'est-à-dire, au lieu de créer à chaque nouvelle indication de télésurveillance, un nouvel acte de télésurveillance et de recommencer à zéro à chaque fois comme ça les discussions, on a choisi, après discussion avec tout le monde, de faire ce qu'on appelle des forfaits un peu génériques. C'est-à-dire que ces forfaits sont valables pour différentes pathologies. Et donc, pour ça, il fallait aussi l'intérêt d'avoir des actes facialement de 1 mois permet de pouvoir s'adapter, c'est-à-dire que toute nouvelle pathologie pourra trouver l'acte et s'adapter à l'acte qui est en face. Si on a mis des durées de 6 mois, demain j'ai une télésurveillance sur des phases très rapides de 1 mois et c'est pas plus, ça n'aurait pas convenu, il aurait fallu qu'on reparte à zéro. Donc c'est aussi pour cette adaptation qu'on est parti sur des durées plus courtes. Merci pour cette précision. Ça mélange plein de choses, hein. Ça mélange à la fois de l'adaptation à l'avenir, aux futures pathologies, de l'adaptation aux patients, aux besoins des équipes. Et c'est vrai que quand on voit comme ça 1 mois, on se dit pourquoi ils sont passés de 6 mois à 1 mois. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est des actes d'1 mois, mais qui sont facturables en série. Et voilà, on l'a fait pour pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que si au bout de la télésurveillance, on s'arrête au bout de 2 mois parce que le patient et l'équipe considèrent qu'on allait au bout, on facture les 2 actes. Voilà. Si ça dure plus longtemps, on s'adapte. Et il y a des possibilités de modulation à la complexité qui sont prévues. Il y a plein de choses qui sont... Voilà, et il y a aussi des discussions en cours avec les professionnels là, il y a les actes de base, que je disais génériques, mais on peut aussi adapter ces actes en majorant ces actes en fonction de certaines caractéristiques des patients et certains besoins des patients. Et donc ça, c'est des travaux qu'on mène actuellement. D'accord. Parfait. Alors, on arrive sur les dernières questions. Malheureusement, je suis obligée de les piocher dans la liste des nombreuses questions qui nous ont été posées.
On sait, on parlait tout à l'heure de formulaire de déclaration d'activité. On se souvient effectivement qu'il nous faut déclarer cette activité auprès de l'ARS. On a dans le décret évoqué la plateforme. Une plateforme, effectivement, depuis laquelle on pourra déclarer cette activité. Est-ce Démarche que, simplifiée. Ouais. effectivement, est-elle déjà disponible? Alors, elle n'est pas encore ouverte, mais elle le sera prochainement. Pour tout vous dire, elle est prête. Mais on attendait juste que tous les textes sortent définitivement pour l'ouvrir officiellement et que vous puissiez vous référencer, vous déclarer auprès de l'ARS, pardon. Très bien. Alors, ma dernière question, on a entendu qu'il y a d'autres textes qui vont arriver. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous les rappeler, puisqu'il y a d'autres, il y a pas mal de questions qui sont encore posées et qui demandent justement quand est-ce que le texte va apparaître. Est-ce que vous pouvez nous donner finalement quel est votre planning prochain? Donc, on a compris que les tarifs, c'est en cours. Donc là, tout le monde l'a compris. Ensuite, Vincent, tu évoquais tout à l'heure un texte qui était en cours. Alors, les tarifs, c'est en cours. Les exigences en termes de ligne générique, c'est pareil, c'est en cours. Ça va être prochainement publié. Là, on a eu la partie interop et sécurité pour les solutions de télésurveillance, mais aussi toutes les solutions qui vont traiter des données de patients et qui sont prises en charge par l'assurance maladie, par exemple sur la liste des produits et des prestations remboursables. L'idée, c'est vraiment que les solutions qui traitent des données de patients le fassent dans un cadre conforme à la doctrine du numérique en santé. On a aussi comme texte, du coup, le décret en Conseil d'État pour la prise en charge anticipée numérique, pour le remboursement justement des précoces et transitoires de nouvelles solutions de télésurveillance ou de DM numériques à visée thérapeutique qui peuvent être prescrits comme, on va dire, je dirais comme un médicament. Est-ce que Yann, il y a d'autres textes? Non, après, sur les textes, je crois qu'on a un peu fait le tour. Et après, c'est les industriels faire toutes les démarches, du coup, pour entrer dans le droit commun et s'inscrire sur les listes et toutes les démarches qu'a expliqué Vincent. Et côté professionnel, c'est pour l'instant, on est couvert. Donc, c'est-à-dire qu'ils continuent à prescrire, à renouveler les patients actuellement qui sont dans l'étape, dans le cadre d'étape jusqu'au 1er juillet. Et au 1er juillet, il y a la bascule. Donc, ce qu'il faudra faire d'ici là, c'est se déclarer auprès de son ARS, donc via démarche simplifiée. C'est un questionnaire. Il y en avait un dans l'étape. Là, on a changé le format, mais c'est une déclaration auprès de l'ARS qui est similaire. Ça prendra à peu près 15 minutes à remplir. Et c'est à faire une seule fois, peu importe le type de dispositifs médicaux. Si on travaille avec 5 dispositifs, la question de tout à l'heure, on fera quand même qu'une seule déclaration. Donc, ça simplifie un peu les choses. Donc, il y aura la déclaration à faire. S'assurer, on va la publier très prochainement, que l'industriel avec qui je travaille actuellement s'est bien déclaré comme faisant les démarches auprès de l'ANS pour rentrer dans le droit commun. Et si ce n'est pas le cas, il faudra trouver un autre industriel d'ici au 1er juillet pour changer. Donc voilà un peu les démarches à faire. C'est un, se déclarer auprès de l'ARS et deux, s'assurer que son industriel est toujours bien dans l'étape. Et si ce n'est pas le cas, trouver un autre industriel qui peut prendre le relais pour mon équipe et mes patients. Par exemple, il y aura aussi des itérations après qui sont prévues, par exemple sur les référentiels d'interop et de sécurité. Hein. Dans la première version qu'on a mis pour que la bascule se fasse convenablement pour le maximum d'acteurs, on a vraiment mis des exigences minimales, donc à savoir l'identité nationale de santé, les moyens d'authentification des professionnels de santé et des usagers et le respect du RGPD et de la portabilité des données ne sont pas encore inclus, mais c'est prévu. La compatibilité avec la messagerie sécurisée de santé ou le dépôt des documents de télésurveillance dans le DMP du patient. Voilà, ça, c'est des exigences qui viendront dans une évolution, mais donc ça fera l'objet de nouveaux textes un peu plus tard. On va déjà faire la bascule. C'est déjà bien précieux, messieurs, les informations que vous nous donnez. Lina, est-ce que tu m'autorises à répondre à 2 questions que je viens de voir? Bien sûr. Juste, alors, pardon, désolé, mais elles sont importantes, comme toutes les questions, mais là, je suis pile dessus. Il y a une question d'Armel Duchesne sur l'histoire des marchés publics. Pourquoi il y a un marché public à passer alors qu'il n'y a pas de financement direct? Parce qu'en fait, l'industriel facture à l'assurance maladie directement sa partie. Il n'y a pas de flux financier entre l'industriel et l'hôpital.
Donc, c'est beaucoup nous demandent pourquoi, du coup, il y a un marché. En fait, la question des marchés n'est pas tellement de savoir s'il y a un flux direct ou indirect, parce que là, il est indirect, parce que ça, c'est l'assurance maladie qui paye l'industriel. Mais la question est plutôt, pour l'appel d'offres, de savoir qui est le destinataire du dispositif médical. Et que là, comme le dispositif médical fait remonter des données pour que le médecin et l'équipe soignante adaptent leur prise en charge, le destinataire final pour la loi est bien l'hôpital. Et donc, même s'il n'y a pas flux financier entre l'industriel et l'hôpital, il y a quand même appel d'offres parce que c'est le destinataire final de l'outil. Donc, première réponse. Et la deuxième, pour Madame Minot, au sujet de l'oncologie, je trouvais ça important de répondre. Effectivement, il y a de la littérature, il y a beaucoup de choses qui arrivent en oncologie, mais comme vous le savez, il y a un process en France qui garde l'indépendance de chacun. Ce n'est pas à nous, ministère, de dire j'ouvre pour telle pathologie. Ce n'est pas nos compétences. C'est les compétences de la Haute Autorité de Santé et c'est à la Haute Autorité de Santé d'évaluer selon ses règles, soit sur une demande d'un industriel, soit de s'autosaisir et de faire une revue de la littérature et de faire ces choses-là. Donc, c'est juste pour ça que je dis qu'il faut que ça soit évalué, c'est juste qu'il faut que ça passe par la Haute Autorité de Santé pour pouvoir entrer dans le droit commun. Ce n'est pas à nous, de façon unilatérale et hors de nos prérogatives, de faire ça. Oui, tu as raison, ce sont des précisions importantes. Bien, eh bien écoutez, désolé, le temps vient de s'écouler, on a même dépassé. Je tenais sincèrement à remercier Yann Maël et Vincent pour votre disponibilité et la capacité que vous avez à répondre de manière précise à toutes les questions. Je souhaitais aussi m'excuser auprès des autres personnes qui ont posé les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors peut-être ma dernière question, Yann Maël, Vincent, vous voyez bien, il y a énormément de questions qui sont posées. Y a-t-il un endroit où ces questions peuvent être lues, entendues? Alors la SFSD, bien évidemment, peut être le relais de ces questions et puis bien sûr la retranscription des réponses de manière construite, mais indépendamment de nous, où peut-on vous poser ces questions et obtenir les réponses? Alors, il y a 2 endroits, on va dire. Il y en a un qui est déjà prêt, parce qu'ils sont vachement plus réactifs que nous. Et il y aura le deuxième endroit, c'est le site du ministère de la Santé. Vous allez avoir une page dédiée très rapidement. Il y a déjà des informations sur étapes, des informations à grande ligne, mais là, on est en train de préparer des foires aux questions, justement, avec toutes les questions que vous pouvez poser pour répondre, des documents qui expliquent de façon assez simple, avec des fiches, un peu comment, moi, professionnel de santé, je dois faire, les démarches que j'ai à faire, ce que je n'ai pas à faire, voilà, les réponses à la fois aux questions et les démarches à faire. On mettra tout sur le site du ministère. Et l'autre endroit où ils sont vachement plus rapides que nous, c'est peut-être Vincent qui va en parler. Et donc, sur la plateforme Genius, c'est gnius.isanté.gouv.fr, qui est vraiment le guichet où on a sorti un certain nombre de contenus, de parcours guidés, de dossiers thématiques pour vraiment expliquer la télésurveillance de façon très simple, permettre aux personnes de décrypter. Alors, c'est un site qui est normalement prévu pour les innovateurs, mais on fait vraiment un effort pour être pédagogique et expliquer de façon très simple le numérique en santé à tous ceux qui vont justement créer des solutions innovantes et qui demain pourront prétendre à un remboursement. Mais donc, classiquement, voilà, vous êtes industriel, vous irez sur Genius. Vous êtes professionnel ou patient, vous irez sur le site du ministère de la Santé. Les deux sites se répondent, hein, les deux enverront des liens et se répondront. Mais voilà, là, dès qu'on a les dernières petites ajustements, notamment les tarifs, on publiera le maximum de choses pour vous accompagner. Et surtout, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous dire, voilà, il y a ces questions, il y a ça qui est toujours pas compris sur le terrain, il y a des interrogations. Remontez-les nous parce qu'on peut adapter les documents, on peut adapter les foires aux questions, on peut faire des précisions au webinaire d'après. Voilà, c'est hyper important de nous faire remonter toutes ces questions-là. Merci de votre disponibilité. Et bien sûr, la SFSD, la Société française santé digitale, peut être votre relais. Donc, n'hésitez pas également à nous solliciter et à nous donner aussi des idées de webinaires si vous souhaitez qu'on en organise pour vous. Merci à tous les deux. Merci Orlane aussi de l'organisation. Et puis, on va vous souhaiter une excellente soirée et on espère à bientôt.